Imaginez un instant, des millions de téléspectateurs assis devant leur écran, captivés par l'image idyllique d'une famille pionnière affrontant les défis de la vie avec courage, amour et résilience. La petite maison dans la prairie, cette série culte qui a marqué des générations entières, semblait être le symbole parfait de la vertu américaine. Au centre de tout cela, une femme rayonnante incarnant la mère idéale, Caroline Ingalls, jouée par Karen Grassle. Avec sa dignité, sa compassion et sa force intérieure, elle était le pilier de cette famille fictive, le cœur battant de Walnut Grove. Mais derrière cette façade de perfection, se cachait une réalité bien plus sombre, une histoire de lutte silencieuse, de tensions explosives et de secrets enfouis pendant près d'un demi-siècle. Aujourd'hui, à 83 ans, Karen Grassle brise enfin le silence, révélant une vérité qui jette une ombre longue sur l'un des hommes les plus adorés de la télévision, Michael Landon. Ce qui se passait en coulisses de cette fameuse petite maison était loin d'être aussi sain et harmonieux que ce que le public imaginait. Préparez-vous à plonger dans une histoire captivante, pleine de rebondissements, de drames personnels et de leçons de vie. Si vous pensiez tout savoir sur cette série emblématique, détrompez-vous. Restez avec moi jusqu'à la fin, car je vais vous révéler des détails exclusifs qui pourraient bien changer votre regard sur ce classique intemporel. Et n'oubliez pas, si cette vidéo vous touche, likez, commentez et abonnez-vous pour ne rien rater de ces récits fascinants du passé hollywoodien. Pour bien comprendre l'ampleur de ces révélations, remontons aux origines. La petite maison dans la prairie a fait ses débuts sur les écrans américains en 1974, diffusée sur NBC. Inspirée des livres bien aimés de Laura Ingalls Wilder, qui racontait sa propre enfance dans l'Amérique pionnière du XIXe siècle, la série se présentait comme un drame familial imprégné de valeurs morales, persévérance, solidarité, foi et esprit d'aventure. Elle capturait l'essence d'une époque révolue, où les familles affrontaient les rigueurs de la frontière avec une simplicité touchante. Michael Landon, déjà une star grâce à son rôle dans Bonanza, où il avait incarné Little Joe Cartwright pendant 14 saisons, devint la force motrice de cette nouvelle production. Non seulement il jouait Charles Ingalls, le père aimant et travailleur, mais il était aussi producteur exécutif, réalisateur fréquent et souvent scénariste ou réécriveur des épisodes. C'était, à bien des égards, sa création personnelle, un projet où il infusait sa vision d'une Amérique idéale, faite de leçons de vie et de moments émouvants. En face de lui, Karen Grassle fut choisie pour interpréter Caroline Ingalls, affectueusement appelée Ma par les fans. Née le 25 février 1942 à Berkeley, en Californie, Karen avait grandi dans un environnement marqué par les défis familiaux. Son père, Eugène Grassle, luttait contre l'alcoolisme, une ombre qui planerait sur sa vie bien plus tard. Adolescente, elle excellait dans les arts, danse, chant, théâtre. Elle étudia à l'Université de Californie à Berkeley, où elle obtint un diplôme en anglais et en art dramatique, avant de partir pour Londres où elle se forma à la prestigieuse Royal Academy of Dramatic Art, RADA, anciennement connue sous le nom de London Academy of Music and Dramatic Art. De retour aux États-Unis, elle se lança dans une carrière théâtrale solide, Broadway, Shakespeare in the Park, des tournées avec des compagnies régionales. Mais la stabilité financière lui échappait. Avant la petite maison, elle enchaînait les petits boulots, vivait dans la précarité et peinait à percer à Hollywood. Son audition pour le rôle de Caroline fut un pari audacieux. Elle dépensa $40, une somme considérable pour elle à l'époque, pour s'acheter une robe de laine simple, évoquant l'époque pionnière. Michael Landon, impressionné par sa lecture, se leva et déclara « Envoyez-la à la garde-robe ». Ce moment changea tout. Pour Karen, ce rôle représentait l'opportunité tant attendue, un tremplin vers la reconnaissance. Au début, tout semblait idyllique. Karen admirait profondément Michael Landon. Charismatique, drôle, infatigable, il était un mentor pour elle, novice en télévision. Dans des interviews ultérieures, elle le décrivit comme extrêmement gentil et sensible, un bon réalisateur qui lui avait donné le temps de s'adapter lors du tournage du pilote. Pour une actrice formée au théâtre, passer aux caméras était un défi, mais Landon la guida avec patience. La série connut un succès immédiat. Les audiences grimpèrent, les fans s'attachèrent à cette famille Ingalls et les produits dérivés livres, jouets, vêtements inondèrent le marché. NBC avait trouvé un hit familial, diffusé le lundi soir, qui rassemblait petits et grands autour de thèmes universels comme l'amitié, la perte, la résilience face aux épreuves naturelles ou humaines. Des épisodes mémorables, comme ceux traitant de la cécité de Marie Ingalls ou des luttes contre la pauvreté, touchaient le cœur des spectateurs. Karen, avec sa performance nuancée, apportait une profondeur émotionnelle à Caroline, une femme forte, mais vulnérable, qui incarnait les valeurs maternelles idéalisées de l'époque.
Mais comme souvent à Hollywood, le succès masque des fissures. À mesure que la série gagnait en popularité, des tensions émergèrent en coulisses. La domination de Landon sur le plateau devenait palpable. Il contrôlait tout, scénario, performance, ambiance de travail. Karen, en tant que co-star principale, se sentait de plus en plus marginalisée. La première étincelle majeure éclata lors de la deuxième saison, diffusée entre 1975 et 1976. À ce stade, la petite maison générait des millions en revenus publicitaires, avec des audiences fidèles et des ventes de merchandising florissantes. Karen estima que son salaire ne reflétait pas son rôle central, elle était l'un des deux adultes principaux, aux côtés de Landon. Elle approcha la production et Landon pour renégocier son contrat, demandant une compensation équitable. La réaction fut glaçante. Landon la prit à part pour des conversations privées, arguant que des tests réseau montraient que Caroline n'était pas le personnage préféré du public. Il refusa net l'augmentation, insinuant qu'elle était remplaçable et que son salaire devrait s'aligner sur celui des enfants acteurs, malgré son statut de lead féminin. Pour Karen, ce fut non seulement insultant, mais profondément humiliant. Elle se sentait dévalorisée, ses contributions balayées d'un revers de main. Ce conflit salarial marqua un tournant irréversible. Landon, autrefois soutenant, devint distant et froid. Sur le plateau, Karen affirma qu'il commença à la mettre mal à l'aise, particulièrement lors des scènes intimes. Dans une interview accordée à People Magazine en 2021, elle raconta comment, pendant les tournages de scènes au lit entre Charles et Caroline, Landon lançait des blagues obscènes sur les femmes, le sexe, et même son apparence à elle. Mike dirait quinte et ferait des blagues dégoûtantes sur l'odeur d'une femme après le sexe, confia-t-elle au New York Post en novembre 2021. Elle se sentait piégée, j'étais dans ce petit lit, dans cette petite chambre, entourée d'hommes, sans issue. Les rires de l'équipe accentuaient son humiliation, la laissant isolée dans un environnement dominé par des hommes. À l'époque, dans les années 1970, le concept de harcèlement sexuel n'était pas encore formalisé, et les femmes à Hollywood enduraient souvent en silence pour préserver leur carrière. Karen choisit le professionnalisme, ravalant sa frustration, mais le prix émotionnel était élevé. Au milieu des années 1970, la petite maison s'imposait comme l'un des programmes phares de NBC, avec des épisodes qui exploraient des thèmes profonds comme le racisme, la maladie ou la perte d'un enfant. Les familles américaines se réunissaient chaque semaine pour suivre les aventures des Ingalls, voyant en eux un modèle d'unité et de chaleur. Pourtant, pour Karen Grassl, la réalité était bien différente. Après le clash salarial, l'atmosphère changea du tout au tout. Bien que Landon ne l'ait jamais confrontée violemment, ses méthodes subtiles pour exprimer son mécontentement étaient dévastatrices. Les intrigues qui mettaient autrefois Caroline en lumière furent progressivement réduites ou modifiées. Ses répliques diminuèrent, son rôle sembla s'effacer, comme un message clair, elle avait osé défier l'autorité, et on le lui faisait payer. Dans son mémoire Bright Lights, Prairie Dust, publié en 2021, elle décrit ce sentiment d'effacement, il était clair que c'était une question de contrôle. Landon tenait le pouvoir et utilisait les scénarios pour me le rappeler. L'humour de Landon, autrefois inclusif, vira à l'acerbe. Lors des scènes intimes, il multipliait les blagues grossières, transformant des moments supposés tendres en épreuves dégradantes. L'équipe riait, mais pour Karen, c'était une forme de torture psychologique. Elle se sentait exposée, incapable de réagir sans risquer son emploi. Dans l'industrie télévisuelle des années 1970, les femmes de plus de 30 ans dans des rôles principaux étaient rares. Quitter la série aurait pu signifier la fin de sa carrière. Elle endura donc, se présentant chaque jour avec un sourire professionnel, même si intérieurement, elle bouillonnait. L'isolement était total. Pas de service RH, peu de soutien syndical face à un producteur tout-puissant comme Landon. Même les jeunes acteurs, comme Melissa Gilbert, Laura Ingalls, étaient inconscients ou réticents à challenger l'autorité. En dehors du plateau, la vie de Karen n'était pas plus sereine. Son premier mariage avec l'acteur Léon Russom s'était effondré en 1970, la laissant avec des blessures émotionnelles et des difficultés financières persistantes. Elle glissa progressivement vers des habitudes destructrices, écho à celles de son père alcoolique. Karen commença à boire abondamment, cachant ses excès derrière des verres de vin lors de dîners ou de soirées. Dans son livre, elle avoue mener une double vie, l'actrice admirée par des millions, et la femme noyant son désespoir dans l'alcool. Des choix relationnels malheureux s'ajoutèrent, comme une liaison avec l'acteur Gilles Gérard, invité dans un épisode en 1977 intitulé The Handyman. Captivée par son charisme, elle s'engagea malgré une relation en cours,
pour finir humiliée lorsqu'il lui transmit une infection sexuellement transmissible. La honte la submergea, renforçant son cycle de autodestruction. Les parallèles avec son père devinrent évidents, l'alcool comme automédication, le désespoir comme compagnon constant. Pourtant, pour le public, elle restait main égale, le modèle de stabilité. Cette dualité la rongeait. À la fin des années 1970, l'addiction de Karen s'intensifia. Ce qui avait commencé comme un moyen d'atténuer la douleur du rejet sur le plateau devint un problème majeur. Elle se décrivait comme une alcoolique hautement fonctionnelle, capable de performer à l'écran tout en sombrant en privé. Dans des interviews, elle raconta comment l'alcool l'accompagnait depuis ses années à Berkeley, au milieu du stress académique et de la contre-culture hippie. Mais désormais, dans la trentaine, avec une carrière florissante, sa consommation s'aggravait. Je voulais boire comme tout le monde, juste pour me détendre, mais ça finissait toujours en larmes et en scènes, confia-t-elle à People. Le point de rupture arriva en 1977 avec 2 incidents humiliants. D'abord, lors d'un déjeuner avec l'équipe, un verre de vin la hanta toute l'après-midi, l'obsédant au point de la distraire du tournage. Puis, à une conférence féministe, nerveuse, elle but trop et s'éternisa sur scène, sentant la gêne du public. Une participante l'affronta, « Vous avez un problème d'alcool ». Stupéfaite, Karen reconnut la vérité. Peu après, une nuit de beuverie et une dispute violente avec une amie la laissèrent en larmes au réveil. Ce matin-là, elle jura, « C'est fini, je ne boirai plus jamais ». Elle chercha de l'aide, rejoignit des groupes de soutien, et embrassa la sobriété. Le chemin fut ardu, mais déterminant. Tragiquement, quelques mois plus tard, son père Eugène succomba à l'alcoolisme, renforçant sa résolution. « Je n'avais pas besoin qu'on me dise que c'est une maladie mortelle », déclara-t-elle. En 1978, sobre, sa santé s'améliora, sa clarté revint. Professionnellement, les choses s'arrangèrent. En 1979, son salaire doubla, et elle regagna un semblant de respect. Mais les tensions avec Landon persistaient. Au début des années 1980, la série restait un pilier de NBC, avec des épisodes explorant des thèmes comme l'adoption ou les conflits communautaires. Pourtant, la relation entre Karen et Michael était au plus bas. Sobre, elle était plus consciente du manque de respect, ses lignes réduites, ses scènes réécrites pour favoriser Charles. Des moments émotionnels clés, autrefois pour Caroline, étaient soudain attribués à Charles, écrivit-elle dans son mémoire. L'humour cru de Landon continuait, rendant les scènes de chambre insoutenables. Isolée, sans filet de sécurité dans l'Hollywood d'alors, elle endura. Mais sa sobriété lui donna de la résilience, elle devint une figure maternelle pour les jeunes acteurs, comme Melissa Gilbert. Lorsque la série s'acheva en 1983, après 9 saisons et 204 épisodes, Karen ressentit un mélange de soulagement et d'incertitude. Elle avait incarné Caroline pendant près d'une décennie, un rôle qui la définissait mais l'avait aussi brisée. Elle retourna au théâtre, jouant dans des productions régionales et prestigieuses, renouant avec sa passion originelle. Pourtant, Hollywood la cantonnait à l'image de main, les rôles se firent rares. Sa vie personnelle évolua, mariage avec James Alan Radford en 1982, adoption de leur fils Zachary après des problèmes de fertilité. La maternité fut une bénédiction, mais le mariage s'effrita, menant au divorce en 1987. Un troisième mariage avec Scott T. Sutherland en 1991 dura une décennie avant de se terminer. L'ombre de Landon persistait. Malgré les tensions, un lien émotionnel subsistait. En 1991, diagnostiqué d'un cancer du pancréas, Landon affronta sa fin. Karen, hésitante, lui écrivit une lettre de pardon, remerciant pour l'opportunité sans rouvrir les blessures. Il la lut et pleura, apprit-elle plus tard. Landon mourut le 1er juillet 1991, à 54 ans. Pour Karen, ce fut une clôture discrète. Après sa mort, Karen garda le silence par loyauté, donnant des réponses polies dans les interviews. Cela changea en 2021 avec la publication de Bright Lights, Prairie Dust. À 79 ans, elle révéla tout, alcoolisme, mariage raté, tension avec Landon ou les intrigues réduites, les blagues grossières, l'isolement. Les fans furent choqués. Landon, vu comme un père idéal, apparaissait sous un jour nouveau. Pourtant, Karen ne le diabolisa pas, la grandeur et la cruauté peuvent coexister. Au même moment, elle affronta un cancer du sein précoce, diagnostiqué pendant la pandémie, et en parla pour promouvoir le dépistage. L'impact fut immense, des femmes lui écrivirent, partageant leurs histoires.
Des critiques l'accusèrent de ternir l'héritage de Landon, mais dans l'ère #MeToo, les vérités inconfortables trouvaient écho. Aujourd'hui, Karen vit discrètement, dédiée à son fils, sa santé et son article. Son histoire rappelle que même les séries les plus aimées cachent des ombres. Comment voyez-vous maintenant La petite maison dans la prairie? Partagez vos réflexions en commentaire, likez si cette histoire vous a captivé, et abonnez-vous pour plus d'histoires cachées d'Hollywood. Merci d'avoir regardé, et à bientôt pour une nouvelle plongée dans le passé.